Chers auditeurs, notre histoire pour aujourd'hui, c'est les aventures de Tom Sawyer. Et comme c'est long, je vais vous raconter ces aventures par chapitre. Tom, pas de réponse. Où est-il encore passé ce garnement? Je me le demande bien. Allons, Tom. La vieille dame abaissa ses lunettes sur son nez et, regardant par-dessus, scruta la pièce. Elle parut perplexe un instant et dit sans dureté, mais assez haut pour se faire entendre jusqu'à sous les meubles. Ma foi, si je mets la main dessus, élevant la voix, elle cria plus fort. Allons, Tom. Il y a eu un léger bruit derrière elle, et elle se retourna juste à temps pour saisir un petit garçon par le pan de sa veste et l'arrêter au vol. Là, j'aurais dû y penser à ce cagibi. Qu'est-ce que tu faisais là-dedans? Rien. Rien? Regarde tes mains et regarde ta bouche. Qu'est-ce que c'est que ce gâchis? Je sais pas, tante. Eh bien, moi, je le sais. C'est de la confiture. Je t'ai dit 100 fois que je t'écorcherais vif si tu ne laissais pas cette confiture tranquille. Passe-moi la badine. La badine voltigea en l'air. Devant le péril imminent, Tom cria « Oh, regarde un peu derrière toi, tante !» La vieille dame vit volte-face et le gamin s'enfuyait aussitôt, escalada la palissade et disparut de l'autre côté. Sa tante Polly, vite remise de sa première surprise, se mit à rire. Maudit soit le gamin, je n'aurais donc jamais compris. C'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire la grimace, comme on dit. Mais c'est le gamin de ma défunte sœur, et j'ai pas le courage de le gronder. Chaque fois que je le tiens quitte, ma conscience me le reproche. Mais chaque fois que je le bats, mon vieux cœur se brise. Allons, il va faire l'école buissonnière cet après-midi, et demain faudra bien qu'il travaille comme punition. C'est dur de le faire travailler le samedi quand tous les autres ont congé. Mais il a horreur du travail, et moi, faut bien que je fasse mon devoir envers lui. Sans ça, c'est un enfant pourri. Tom fit en effet l'école buissonnière. Il revient tout juste à temps pour aider Jim, le petit domestique noir à scier le bois pour le lendemain. Sid, le demi-frère de Tom, un garçon raisonnable et calme, avait déjà achevé sa tâche qui consistait à ramasser les coupeaux. Un peu plus tard, pendant que Tom dînait et chipait de sucre chaque fois que l'occasion s'en présentait, sa tante Polly lui posa des questions insidieuses destinées à provoquer ses aveux. Elle se croyait douée d'un talent pour la diplomatie secrète et se plaisait à voir en ses ruses aux yeux de fil blanc des chefs d'œuvre d'habileté. Tom, dit-elle, il faisait passablement chaud à l'école, pas vrai? Oui, vraiment très très chaud. Oui. T'as pas eu envie d'aller nager, Tom? Inquiet, méfiant, mal à l'aise, l'enfant regarda sa tante, mais ne put rien lire sur son visage. Non, répondit-il, alors pas trop. La vieille dame, allongeant le bras, tâta la chemise de Tom et dit « T'as pas trop chaud maintenant, en tout cas ?» Elle était fière d'avoir, sans laisser deviner ce qu'elle avait en tête, découvert que la chemise était sèche. Tom pourtant sentait le vent et prévoyait ce qu'il allait venir. On s'est pompé de l'eau sur la tête, dit-il. La mienne est encore humide, tu vois. Tante Polly fut vexée de n'avoir pas remarqué cette preuve flagrante. Alors elle eut une autre inspiration et reprit. Tom, pour te pomper de l'eau sur la tête, t'as pas eu besoin de défaire ton col de chemise que j'avais bien cousu, pas vrai? Déboutons ta veste. Rassuré, Tom ouvrit sa veste. Le col de chemise était solidement cousu. Sapristi, allons, c'est bien. Je croyais que t'avais fait l'école buissonnière et que t'étais allé nager. Mais je te pardonne, c'est vrai que t'as été échaudé. Alors tu te méfies. Cette fois, la tante était un peu déçue que sa sagacité
se trouvait prise en défaut, mais contente que Tom pour une fois eût obéi à la voix de la raison. Ma foi, intervint Sidney. Jurez que vous aviez cousu son col avec du fil blanc. Tom sut du noir. Bien sûr que je l'ai cousu avec du blanc. Tom sans demander son reste. Tom sortit précipitamment à la porte. Il cria: Sidi, tu me le payeras. Une fois en sécurité, il contempla les 2 grosses aiguilles piquées sous le revers de sa veste, l'une entortillée de fil blanc, l'autre de fil noir. Il dit: sans Sid, il n'y aurait rien vu. Sapristi, elle pourrait pas le coudre toujours avec le même fil. Mais je lui revoudrais ça. À Sid, 2 minutes plus tard, il avait oublié tous ses soucis. Le samedi vint, en cette radieuse matinée d'été, tout débordé de vie. Tom, muni d'un seau de blanc de chaux et d'un pinceau à longue manche, fit son apparition sur le trottoir. Il observa la palissade et son visage jusqu'à là épanoui. S'assombrit soudain. 30 mètres de clôture sur 3 mètres de haut. L'existence lui parut pesante. Il trempa en soupirant le pinceau dans la chaux et badigeonnant la planche supérieure, comparant la minuscule bande blanchie avec l'immensité de ce qui restait à blanchir. Il s'assit découragé. Jim, le petit serviteur noir, alors sortit, sautillant et chantant, un seau étamé à la main. Aller rechercher de l'eau à la pompe du village. C'était jusqu'alors pour Tom une détestable corvée. Ce matin-là, pourtant, il voyait des choses sous un jour différent. Il songea qu'à la pompe, il y avait toujours beaucoup de monde, garçons et filles, qui batifoulaient en attendant leur tour. Se souvenant alors que la pompe se trouvait à 5 mètres de là et qu'il fallait bien 1 heure à Jim pour rapporter de la pompe un seau d'eau, Tom dit: écoute-moi, Jim, je vais aller chercher de l'eau si tu veux passer un peu de blanc pendant ce temps-là. Jim hocha la tête et dit: je peux pas, monsieur Tom. La maîtresse, elle a dit chercher l'eau et pas musarder. Monsieur Tom, qu'elle a dit, passerait la chaux, moi qu'elle a dit encore, faut m'occuper de mes oignons. Qu'est-ce que ça fait ce qu'elle t'a dit, Jim? Allons, donne-moi ton seau. Je n'ai pas pour longtemps et elle n'en saura rien. Oh, je serai pas, monsieur Tom. La maîtresse a dit, elle me torde le cou à moi. Allons donc, il fait jamais de mal à personne. Juste un petit coup sur la tête avec son dé. C'est rien ça. Elle crie un peu, mais ça va pas plus loin. Allons, Jim, je te donnerai une bille. Un gros calot blanc. Regarde. Jim hésitait encore. Tu vois, Jim, il est beau, mon calot. C'est magnifique, dit Jim. Mais moi, avoir bien peur de la dame. N'étant jamais qu'un être humain, Jim céda enfin à la tentation. Posant son seau, il prit le calot blanc. Mais 1 seconde plus tard, il dévalait la rue, son seau à la main, tandis que Tom maniait le pinceau avec vigueur et que la tante Polly battait en retraite, une pantoufle à la main et un éclair de triomphe dans les yeux. L'ardeur de Tom ne dura pas. Déjà, il songeait au plaisir qu'il s'était promis pour ce jour-là et se rongeait de chagrin. Les garçons ne tarderaient pas à passer et ils se moqueraient de lui parce qu'il lui fallait travailler. Cette seule idée lui était une vraie torture. Il sortit de sa poche toute sa fortune. Fragments de jouets, billes, bibelots sans valeur. Au prix de tout cela, il ne pourrait même pas acheter 1 heure de liberté. Rangeant dans sa poche ses modestes trésors, il renonça à l'idée d'acheter ses camarades. Alors, au plus profond de son désespoir, il y eut une inspiration géniale. Ramassant son pinceau, il se mit à la tâche tranquillement. Soudain apparut devant lui Bin Roger, celui-là même dont le redoutait plus que de tout autre les sarcasmes. Ben allait d'une allure dégagée, le cœur léger. C'était visible et se promettant bien du bon ton.
Il mangeait une pomme et émettait de temps à autre un lululement mélodieux, suivi d'un grave son de cloche. Ding-dong, ding-dong, il faut dire qu'il incarnait un bateau à vapeur. En approchant de Tom, il ralentit l'allure, se posta au milieu de la rue, se pencha sur tribord et mit en panne en une manœuvre majestueuse et puissante, car son bateau, le Big Missouri, avait un tirant d'eau de 9 pieds. Étant tout à la fois bateau, capitaine, cloche et sirène, il devait, debout sur sa passerelle, donner des ordres à les exécuter. Stop à bâbord toutes. Le navire s'immobilisait et il approcha lentement du trottoir. Ding, ding, dong. Reculé sur tribord. Les bras tendus, le buste raidi, la main droite décrivait de grands cercles représentant la roue de 40 pieds de diamètre. La main gauche reprend le même mouvement. Il criait toujours « Arrière sur tribord, tchou, tchou, arrêtez sur bâbord, arrêtez sur tribord, en avant sur bâbord, arrêtez, virez de bord, lentement, tchou, tchou, allez-y maintenant. Et là-bas, qu'est-ce que c'est que ça? Contournez la cirque, approchez de l'embarcadère, maintenant, lâchez toutes, arrêtez les machines, que diable! Tom passait semblant de chaud, sans prêter attention aux vapeurs. Ben l'observa un instant, puis dit « Alors, te voilà au boulot ?» Pas de réponse. Tom jetait un regard d'artiste sur son dernier coup de pinceau. Encore une touche légère et il contempla le résultat. Ben vint se mettre à côté de lui. À la vue de sa pompe, Tom avait l'eau à la bouche, mais il s'acharnait à la tâche. « Alors, mon vieux, dit Ben, t'as donc tant de boulot. Tiens, c'est toi, Ben? J'avais pas remarqué. Dis donc, je vais nager. Ça te dirait rien? Mais t'aimes mieux travailler. Ma foi, je m'en doutais. » Tom observa un instant son camarade et dit « C'est ce que t'appelles du boulot? Ce n'est pas peut-être. » Tom se remit au travail et répondit d'un ton détaché « Je sais pas. Eh bien, si c'est ça du boulot, je sais bien que ça lui va à Tom Sawyer. Ce boulot-là. Oh, tu vas me faire croire que ça t'amuse? » Le pinceau allait et venait inlassablement. Et pourquoi que ça ne m'amuserait pas? C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de passer une palissade à la chaux. Ben, qui grignotait sa pomme, réfléchit. Il voyait les choses sous un jour nouveau. Tom maniait toujours son pinceau d'avant en arrière et d'arrière en avant, délicatement, reculant pour mieux juger de l'effet, ajoutant une touche ça et là. Ben, suivant chacun de ses mouvements de plus en plus intéressé, enfin il reprit. « Dis donc, Tom, laisse-moi passer un peu de blanc. » Tom réfléchit. Sur le point de céder, il se ravisa. « Non, Ben, ça ne marcherait pas. Ma tante Polly est terriblement difficile pour sa palissade, surtout pour celle de la rue. Si c'était celle de derrière, ça aurait moins d'importance. Mais de ce côté-ci, faut que ça soit fait soigneusement. Il n'y a pas un garçon sur 1000 ou même sur 2000 qui peut le faire comme il faut. Vrai? Oh, allons, Tom, laisse-moi essayer, juste un petit coup. Moi, si j'étais à ta place, Tom, je te laisserais faire. Je voudrais bien, Ben, sincèrement. Mais tu sais, tante Polly est si difficile. Allons donc, je ferai attention. Laisse-moi essayer. Tiens, je te donnerai l'autre oignon de ma pomme. Non, Ben, non, j'ai peur. Je te la donnerai tout entière. Tom abandonna le pinceau, apparemment à regret, mais la joie au cœur. Et tandis que le Big Missouri travaillait à la sueur de son front, l'artiste en retraite, assis à l'ombre sur un tonneau, mangeait la pomme et se préparait à faire d'autres innocentes victimes. La main-d'œuvre ne manquait pas. Des garçons arrivaient les uns après les autres, venus dans l'intention de se moquer.
il restait là pour blanchir la palissade. Avant qu'Aubaine fût à bout de force, Tom avait offert sa chance à Billy Fisher en échange d'un cerf-volant en bon état. Ce fut ensuite Johnny Miller qui acheta la sienne au prix d'un rat crevé et d'une ficelle pour les suspendre. Et cela continua ainsi des heures durant. Vers le milieu de l'après-midi, Tom s'y diminue le matin roulé sur l'or. Il s'était enrichi entre tout objet hétéroclite des douzaines de billes d'un morceau de verre à bouteille pour regarder au travers, d'une clé qui n'ouvrait rien du tout, d'un morceau de craie, d'un bouchon de carafe en verre, d'un soldat de plombe, de 21 têtards, de 6 pétards, d'un petit chat-borgne, d'un bouton de porte en cuivre, d'un manche de couteau et d'un collier de chien sans chien, d'une peluche d'orange et d'un vieux châssis de fenêtre démantibulé. Il s'était offert du bon temps en bonne société et la palissade s'était couverte de 3 couches de blanc. S'il n'avait été à court de peinture, il aurait ruiné tous les garçons du village. Il se fit cette réflexion que nul n'est isolé en ce monde. Et surtout, il avait découvert cette grande loi que pour amener un homme à convoiter quelques objets, il suffit de lui présenter cet objet comme difficile à atteindre. Car telle est la nature humaine. Tom se présenta devant sa tante Polly. Celle-ci était assise près d'une fenêtre ouverte. Le parfum des fleurs et le bourdonnement des abeilles et dont la vieille dame s'était assoupie sur son tricot. Ses lunettes, sa précaution était bien calée sur ses cheveux gris. Elle croyait bien sûr Tom évadé depuis longtemps et s'étonna de le voir se livrer à elle avec autant d'assurance. « Je peux aller jouer maintenant, tante ?» demanda-t-il. « Déjà ?» dit-elle en se redressant. « Combien en as-tu fait ?»« C'est tout fini, tante. »« Mon pas, Tom, j'ai le mensonge en horreur. »« C'est pas un mensonge, tante. Tout est fini. » Toute Polly n'était pas convaincue. Il lui fallut aller en juger par elle-même. Si Tom disait seulement un quart de la vérité, ça serait déjà bien beau. Voyons toute la palissade blanchie, et blanchie soigneusement, à plusieurs couches. Elle en resta figée de surprise et s'écria « Ça, par exemple, y a pas à dire. Tu sais travailler quand tu veux, Tom. » Mais elle tempéra le compliment en ajoutant « Ça t'arrive pas souvent de vouloir. Allons, va jouer, mais fais attention de revenir avant 8 jours. Sinon, tu recevras une raclée. » Et elle était si émerveillée du résultat qu'elle mena Tom dans la dépense et choisit une de ses plus belles pommes qu'elle lui offrit. Là-dessus, elle s'esquiva et aperçut Sid qui s'engageait dans l'escalier extérieur menant aux chambres du 2e étage. Il y avait des mottes de terre à portée de la main et bientôt celles-ci tombaient drues comme grêle autour de Sid. Avant que tante Polly pût reprendre possession d'elle-même, 6 ou 7 mottes avaient atteint leur but et Tom avait disparu par-dessus la clôture. Trop pressé, selon son habitude, pour prendre la peine de passer par le portail et le cœur en paye après avoir réglé l'affaire avec Sid, auquel il ne pardonnait pas d'avoir fait remarquer le fil noir. Tom longea le pâté de maison et tourna dans un chemin boueux qui passait derrière l'étable de sa tante. Sûr désormais de ne plus pouvoir être rejoint ni puni, il se dirigea vers la place du village où 2 régiments de garçons s'étaient donné rendez-vous pour y engager une bataille. Tom fut nommé général d'une des armées et son ami Joe Harper général de l'autre. 2 grands chefs ne s'abaissèrent pas à combattre en personne. C'était bon pour le menu fretin, mais assis côté à côté sur une éminence de terrain, ils dirigeaient les opérations en donnant des ordres par l'intermédiaire de leur aide de camp. L'armée de Tom remporta la victoire après une lutte acharnée
après quoi les troupes reformèrent leurs rangs et se retirèrent pendant que Tom reprenait seul le chemin de la maison. En passant devant chez Jeff Tchatcher, il aperçut dans le jardin une fille qu'il ne connaissait pas encore, une délicieuse créature aux yeux bleus, aux longues tresses blondes, en légère robe blanche et pantalon brodé. Le héros, nouvellement consacré, succomba sans se défendre. Une certaine amie, Laurence, qu'il avait cru aimer passionnément jusqu'à l'adoration, fut aussitôt oubliée. Il observa l'abord de la fillette furtivement jusqu'au moment où il aperçut qu'elle l'avait remarqué. Alors il finit d'ignorer sa présence et se mit à faire toutes sortes de singeries afin d'avoir droit à son admiration. Tandis qu'il se livrait à quelques périlleuses acrobaties, il vit la jeune fille se diriger vers la maison. Il s'approcha de la palissade, s'y appuya, espérant qu'elle allait s'attarder un peu. Elle s'arrêta un instant sur le perron, puis s'approcha de la porte. Tom poussa un soupir en la voyant franchir le seuil, mais tout aussitôt son visage s'éclaira, car il lui jeta une fleur par-dessus la grille du jardin avant de disparaître. Faisant quelques pas en courant, il vint s'arrêter tout près de la fleur, et se protégeant les yeux du revers de la main, il scruta la rue jusqu'au bout, comme s'il avait découvert de ce côté quelque chose d'intéressant. Il ramassa une paille qu'il tint en équilibre sur son nez, rejetant la tête en arrière. Ce faisant, il se glissait peu à peu sur le côté jusqu'à se trouver tout près de la fleur. Son pied nu se posa enfin dessus. Ses orteils la saisirent et il s'en alla en sautillant, muni de son trésor pour disparaître bientôt à l'angle de la rue. Mais peu après, il glissait, la fleur à l'intérieur de sa veste, tout contre son cœur. Il revint alors sur ses pas et resta près de la palissade jusqu'à la tombée de la nuit, cherchant toujours à se faire remarquer, mais la fille ne se montra plus. Tom se consola à l'idée que, postée derrière une fenêtre, elle avait pu l'admirer dans ses exercices. Il rentra enfin à regret, la tête pleine de visions. Tout le temps du dîner, il se montra de si belle humeur que sa tante se demanda ce que pouvait bien avoir le gamin. Il se fit sévèrement réprimander pour avoir bombardé Sid de montes de terre. Tom se mit à bouder dans son coin. Il s'imaginait mourant et sa tante penchée sur lui, attendant un mot de pardon qu'il ne prononcerait jamais. Qu'éprouverait-elle alors? C'est alors qu'il se jetterait sur lui, elle l'inonderait de ses larmes, qu'elle prierait Dieu de lui rendre son petit garçon et promettrait de ne plus jamais le gronder à tort. Tandis que pour lui, blême, froid et immobile, en serait fini de ses souffrances. Il s'attendrit tant sur sa propre douleur que les sanglots l'étouffaient, que les larmes l'aveuglaient. Dès qu'il en trouvait les yeux, ils lui coulaient par le nez. C'était pour lui une telle jouissance de se pencher ainsi sur ses chagrins qu'à l'arrivée de sa cousine Marie qui revenait d'un séjour d'une semaine de la campagne, il se glissa sombre et morose une porte tandis qu'elle entrait radieuse et enjouée par l'autre. Il s'en alla errer par des lieux déserts que ne fréquentent pas habituellement les garçons de son âge. Un radeau sur la rivière l'invita. Il s'y assit et contempla la morne étendue du cours d'eau, souhaitant qu'elle l'engloutît à l'instant même sans lui infliger les offres de l'agonie. Puis il songea à sa fleur. Il la sortit froissée, desséchée, et sa joie morbide s'en trouva accrue. Si elle aurait-elle pitié de lui? Versait-elle des larmes? Aspirait-elle à lui mettre les bras autour du cou pour le réconforter? Ou se détournerait-elle froidement comme le reste du monde? À cette pensée, il se délestait dans son chagrin, si bien qu'il le ressassa, le retourna en tous sens jusqu'à l'emmousser.
Il se leva enfin avec un soupir et se plongea dans l'obscurité. Vers 9h30 ou 10h, il suivit la rue déserte qu'habitait l'inconnu adoré. Il s'arrêta un instant, tendit l'oreille, mais aucun son ne lui parvenait. Une chandelle jetait une faible lueur sur le rideau d'une fenêtre au second étage. Était-ce le signe de la présence sacrée? Il escalada la palissade, se glissa furtivement parmi les plantes et se trouva debout sous cette fenêtre qu'il contempla longuement, avec émotion, puis il s'étendit sur le dos, les mains croisées sur la poitrine, tenant entre ses doigts la pauvre fleur fanée et souhaitant mourir là, dans un monde glacé, sans abri, sans humain ami, pour essuyer de son front la sueur froide de l'agonie, sans un visage pour se pencher affectueusement sur lui. C'est ainsi qu'elle le verrait le lendemain matin. Verserait-elle alors une larme sur son pauvre corps inerte? Pousserait-elle un soupir, rien qu'un petit soupir, en voyant un être florissant de vie si prématurément attaché à ce monde? La fenêtre se leva. Voix rude de servante vint profaner le calme sacré et un déluge d'eau s'abattit sur les restes du martyr. Le soleil se leva radieux sur un monde paisible, répandant sa bénédiction sur le village. Tom se mit à la tâche pour apprendre ses versets. Sid, quant à lui, les savait depuis longtemps. Tom s'acharna sur 5 versets qu'il choisit dans le sermon sur la montagne, parce que c'étaient les plus courts. Au bout d'une demi-heure, Tom avait de vagues notions du sermon sur la montagne, mais sans plus. Marie prit le livre pour le faire réciter, et il tenta de s'y retrouver dans le dédale de ses pensées confuses. Bien heureux, les pauvres, oui, les pauvres, bien heureux, les pauvres. En esprit, bien heureux, les pauvres en esprit, car, car, le royaume, bien heureux les pauvres en esprit, car le royaume de cieux est à eux. Bien heureux ceux qui pleurent, car ils sauront quoi? Allons, Marie, dis-le-moi, tu n'es pas chic. Mais voyons, mon pauvre Tom, ce n'est pas pour te taquiner, je n'en ai pas l'intention. Il faut revoir tout. Ne te décourage pas. Tom, tu arriveras, je te ferai un joli cadeau, alors sois raisonnable. Je veux bien, Marie, mais qu'est-ce que c'est, ton cadeau? Dis-le-moi. Sois tranquille. Si je te promets un joli cadeau, il sera joli. Tu peux me croire. Je te crois, Marie. Je vais essayer encore un coup. Et il s'attela à la tâche encore un coup, stimulé par l'appât du gain et sa curiosité maintenant éveillée, et il y mit tant d'ardeur que le résultat fut un brillant succès. Marie lui fit cadeau d'un couteau de poche tout neuf. Ce fut pour Tom une telle joie qu'il en frémit jusqu'au fond de son être. Tom réussit à tailler le buffet avec son couteau et projetait de s'attaquer au bureau quand il s'entendit appeler. C'était l'heure de s'habiller pour l'école du dimanche. Le catéchisme avait lieu de 9h à 10h30 et il était suivi de l'office et du sermon. 2 des enfants restaient toujours pour le sermon de leur plein gré. Les autres restaient aussi, mais pour des raisons plus impérieuses. À l'entrée, Tom recula d'un pas et accosta un camarade, lui aussi endimanché, et lui demanda « T'as un billet jaune, Bill ?»« Oui. Qu'est-ce que tu voudrais en échange? Qu'est-ce que tu me proposes? Tu me le donnes pour un hameçon et des bonbons. Fais voir. » La marchandise, jugée satisfaisante, changea de main. Tom troqua encore 2 calots blancs pour 3 billes rouges, quelques babioles pour 2 bleus, et à mesure que les garçons arrivaient, il leur achetait des billes de toutes les couleurs. 10 billes bleues en voulaient un rouge, 10 rouges voulaient un jaune, et 10 jaunes donnaient droit à une Bible reliée. Qui donc, parmi mes lecteurs, aurait le courage d'apprendre par cœur 2000 versets des Écritures, même pour une Bible reliée?
Marie avait gagné 2 Bibles de cette manière, prix de 2 années de labeur persévérant. Et un petit garçon d'origine allemande en avait gagné 4 ou 5. Il avait un jour récité 3000 versets sans la moindre hésitation, mais tout cela au prix d'un effort épuisant pour ses facultés mentales, puisqu'il en resta presque idiot. Ce fut un grand malheur pour ses camarades, car le maître avait souvent fait appel à ses compétences dans les moments difficiles. Seuls les plus âgés réussissaient à garder leurs bons points et s'acharnaient assez longtemps à la tâche pour mériter leur Bible. La remise de cette récompense s'entourait toujours d'un certain cérémonial. Le lauréat se couvrait d'une gloire telle qu'elle réveillait l'ambition de tous ses camarades, et cet élan durait parfois jusqu'à 2 semaines. Peut-être Tom n'avait-il jamais aspiré à mériter la récompense. En son fort intérieur, il avait souvent envie les honneurs qui l'accompagnaient. M. Walter, le maître, était un homme digne de sa tenue, en même temps qu'au foncièrement loyal et sincère. Il avait le respect des choses sacrées, et il les tenait pour distinctes des préoccupations du monde, à ce point qu'à son insu sa voix prenait, à l'école du dimanche, des intonations qu'il n'avait jamais en semaine. « Allons, mes enfants, disait-il au début de son allocution, il faut vous tenir bien, aussi droit que possible, et me prêter toute votre attention pendant quelques minutes. Voilà, nous y sommes, c'est ainsi que doivent se tenir les petits garçons et les petites filles raisonnables. Mais je vois une petite fille qui regarde par la fenêtre. Peut-être me croit-elle là-bas, grimpée dans un arbre. » Et cela continuait longtemps sur ce ton, selon un plan qui ne varie guère et que nous connaissons tous. La 3e partie des sermons fut troublée par quelques vilains garçons dissipés et bagarreux. Mais le silence se fit soudain dans l'église quand M. Walter baissa le ton, et la conclusion de son allocution fut accueillie avec gratitude. Les chuchotements avaient été en partie causés par un événement assez rare, l'arrivée de visiteurs. Il s'agissait de juge Tchatcher, accompagné d'un homme âgé et très faible, d'un monsieur âgé mûr, corpulent, aux cheveux gris d'acier, et d'une dame distinguée. La femme de ce monsieur à n'en pas douter. La dame conduisait un enfant par la main. Tom n'avait cessé de remuer, de se trémousser, incapable de supporter le regard affectueux d'Amy Laurence chaque fois que leurs yeux se rencontraient. Mais à la vue de cette petite fille qui arrivait maintenant, il sentit monter en lui une gaieté dévorante, et aussitôt il s'ingénia à se faire remarquer, en donnant des gifles à ses camarades, en leur tirant les cheveux, en leur faisant des grimaces, recourant en un mot à tous les artifices propres à séduire une fille et à se faire admirer d'elle. La seule ombre à sa joie, c'était le souvenir de l'humiliation qu'il avait éprouvée dans le jardin de sa tange. On offrit aux visiteurs la place d'honneur, et dès qu'elle eut achevé son sermon, M. Walter les présenta à son jeune auditoire. On s'aperçut ainsi que l'homme d'âge mûr était un personnage important. Rien moins qu'un juge, et certainement la personnalité la plus en vue qui eût jamais été donnée à ses enfants de rencontrer, et ils se demandèrent de quoi il pouvait être fait. Il aurait voulu l'entendre rugir, mais en même temps le redoutait. Venait de Constantinople, à 20 kilomètres de là. Ainsi, il avait voyagé, il avait vu du pays, ses yeux s'étaient posés sur le palais de justice du chef-lieu qui, disait-on, avait un toit de métal. Le silence impressionnant qui se fit dans les rangs attestait assez de respect que le visiteur inspirait. C'était donc lui le grand juge Thatcher, frère de l'avoué du village. Jeff Thatcher s'approcha aussitôt en intime du grand homme, et tout l'envièrent. Leur chuchotement lui aurait été doux à entendre. « Regarde Jim, il y va, il va lui donner une poignée de main, oui, il lui serre la main. Sapristi, tu voudrais pas être à sa place ?» M. Walter, soucieux de donner à la cérémonie un caractère solennel,
s'affairait lançant des ordres par-ci, émettant un avis par-là, prodiguant ses conseils partout où il trouvait une oreille complaisante. M. Walter n'attendait que l'occasion d'offrir une Bible et de faire admirer un prodige. Plusieurs élèves avaient bien quelques billets jaunes, mais aucun n'en possédait suffisamment. Il s'en était assuré d'avancer auprès de ses meilleurs élèves. Et il aurait tout donné pour retrouver ce petit Allemand si raisonnable. Quand tout espoir paraissait perdu, Tom Sawyer s'avança avec 9 billets jaunes, 9 rouges et 10 bleus, et demanda une Bible. Ce fut un coup de tonnerre éclatant dans un ciel clair. Ce n'était certes pas de ce côté que Walter attendait son candidat, mais nulle discussion n'était possible. Les billets étaient belles et bien valables. La nouvelle fut solennellement annoncée et Tom élevé à la dignité si enviée. Les camarades de nouveaux héros se rongeaient de jalousie, comprenant trop tard qu'ils avaient contribué à sa teneur et mérité en échangeant leurs billets contre les menus objets au prix desquels Tom leur avait concédé le privilège de blanchir la palissade. Quant à lui, il n'éprouvait que du mépris pour ces pauvres victimes de sa supercherie. Le prix fut remis à Tom avec toute la solennité qu'imposaient les circonstances. Tom, cependant, n'en éprouvait pas toute la joie attendue, car il sentait confusément qu'un mystère planait qui ne supporterait pas d'être éclairci. Comment expliquer en effet que le gamin ait ingurgité seul des centaines de pages des Écritures, lui qui était tout juste capable d'en retenir une douzaine? Amy Laurence était fière et heureuse, et elle aurait aimé que Tom lût ses sentiments sur son visage. Et il ne le regardait même pas. Elle s'en étonna, se troubla, eut un soupçon, observa Tom. Un regard furtif lui en dit long. Alors il fondit en larmes sous l'empire de la colère et de la jalousie, se prit à détester tout le monde, et Tom le premier. Tom fut présenté au juge. Il ne desserra pas les dents. Il avait la respiration coupée, le cœur battant, impressionné par le personnage, bien sûr, mais surtout parce que celui-ci n'était autre que le père de celle qu'il admirait tant. Il aurait voulu tomber à genoux devant lui, l'adorer, fût-ce dans l'obscurité. Le juge posa la main sur la tête de Tom, le traita de petit génie, et lui demanda son nom. L'enfant hésita, bégaya et lâcha enfin. « Tom. »« Mais non, voyons. Ton autre nom, tu t'appelles Thomas ?»« Oui, bien sûr, mais tu as un autre nom, et il faut me le dire. »« Dis à ce monsieur comment tu t'appelles, Thomas, » interrompit Walter. « Et il faut toujours dire monsieur, en garçon bien élevé. »« Thomas Sawyer, monsieur. Voilà qui est bien. Tu es un brave garçon. Un vrai petit homme. Tu en sais beaucoup, des versets d'écriture sainte. Tu n'auras jamais à regretter la peine que tu as prise pour les apprendre. Le savoir, c'est bien ce qu'il y a de plus précieux au monde. C'est ça qui fait les grands hommes et les hommes de bien. Oui, Thomas, tu seras un jour un grand homme toi-même et un homme de bien. Alors tu regarderas en arrière et tu diras: c'est à l'école du dimanche de mon enfance que je dois tout, à mes bons maîtres qui m'ont appris à m'instruire, au directeur qui m'a encouragé à veiller sur moi, qui m'a donné une belle Bible, une Bible magnifique pour la garder toute la vie. C'est à une bonne éducation que je dois tout. Et maintenant, tu vas bien nous réciter à cette dame et à moi quelques-uns des passages que tu as appris. Tu ne vas pas nous refuser ça. Nous sommes si fiers des petits garçons qui travaillent bien. Tu connais les noms des 12 disciples, n'est-ce pas? Voudrais-tu nous dire les noms des premiers qui furent choisis? Tom, décontenancé, tirait sur un bouton de son vêtement. Il rougit et baissa les yeux. Monsieur Walter, en son fort intérieur, s'inquiétait. L'enfant, songeait-il, était incapable de répondre aux questions les plus simples. Pourquoi le juge l'interrogeait-il ainsi? Il crut bon de prendre la parole et dit: « Allons, Thomas,
Réponds au monsieur, n'aie pas peur. Tom était dans ses petits souliers. Voyons, dit la dame, tu vas me le dire à moi. J'en suis sûre, les 2 premiers disciples furent David et Goliath. Mieux vaut, par charité, baisser le rideau sur ce qui suivit. Vers 10h30, la cloche fêlée de la petite église se mit à tinter. Et bientôt la foule arrivait pour écouter le sermon. Les enfants du catéchisme prenaient alors place dans les bancs, sous la surveillance de leurs parents. Tante Poulie vint, Tom, Sid et Marie s'assirent auprès d'elle. On mit Tom tout près du bas-côté et aussi loin possible de la fenêtre ouverte pour qu'il ne se laissait pas distraire par les charmes de l'été. La foule emplit la nef. L'assistance regroupée, la cloche sonna pour appeler les lambins et les retardataires, et ce fut le silence, rompu seulement par les chuchotements de la chorale à la tribune. Après le chant du psaume, le révérend Sprague lut les annonces. Le pasteur lut l'hymne d'un bout à l'autre en un style particulier, fort admiré dans la région. Il commençait sur un ton ni trop grave ni trop aigu, puis montait régulièrement jusqu'à une note élevée sur laquelle il appuyait longuement avant de retomber comme du haut d'une balançoire. On admirait son talent d'orateur. Aux réunions des notables de la paroisse, on l'invitait toujours à lire des poèmes. Le pasteur pria pour son église, pour le village, pour les États-Unis. Le président et le Congrès pour les membres de gouvernement, pour les pauvres marins ballottés sur les mers, pour des milliers d'opprimés qui gémissaient sous la botte des monarchies européennes et du despotisme oriental, pour ceux qui éclairent la bonne nouvelle et qui n'ont pourtant ni yeux pour voir ni oreilles pour entendre. Et enfin, pour que ces paroles trouvent grâce auprès de l'assistance et soient la bonne semence qui porterait de fruits par la patience. Il y eut un froufrou de robe et l'assistant s'assit. Tom, quant à lui, subissait la prière, mais ne s'y intéressait pas. Alors il songea au trésor qu'il avait dans sa poche et le sortit. C'était son scarabée noir aux mandibules redoutables, enfermé dans une boîte à amorces. L'animal aussitôt saisit l'enfant par le doigt, le pinça et s'en allant volter dans le bas-côté, se posa sur le dos. Le doigt meurtri s'enfonça dans la bouche du petit garçon. L'insecte agitait ses pattes en l'air sans pouvoir se retourner. Tom l'observa avidement, mais la bête était hors d'atteinte. D'autres fidèles, indifférents au sermon, virent aussi dans l'incident du scarabée une agréable diversion. Un caniche là-dessus, là de sa captivité, pénétra dans l'église, assoupi, admis dans la tiédeur estivale. Il aspirait à un changement de vie. À la vue du scarabée, il agita la queue, guetta la proie, la flaira à distance prudente, tourna autour, s'enlardit, la flaira de plus près, leva la babine, bondit et manqua l'insecte de justesse. Après plusieurs tentatives dont il commençait à s'amuser fort, il s'affala sur le ventre, l'insecte entre les pattes et poursuivit son expérience. Il s'en lassa enfin et s'en désintéressa. Alors il s'assoupit et peu à peu son museau retomba, vint toucher l'ennemi qui s'en saisit. Et il y eut un petit jappement. Le caniche agita la tête et la bête captive s'évada pour aller se poser de nouveau sur le dos. Les spectateurs de la scène ne pouvaient dissimuler leur joie. Des visages s'abritèrent derrière des mouchoirs et des éventails. Tom exultait. Le chien, quant à lui, faisait piètre figure et aspirait à la vengeance. Il partit à l'attaque, bondit en plusieurs points successifs, comme pour encercler l'ennemi. Les pattes de devant, à 2 centimètres à peine de l'insecte, qu'il cherchait à saisir entre ses crocs. Il secouait la tête, faisait battre ses oreilles. Il chercha une diversion avec une mouche, puis avec une fourmi, le museau contre terre, mais sans y trouver le plaisir attendu.
Lassé du jeu, il soupira et, oubliant le scarabée, il s'assit juste dessus, poussa un jappement de douleur et, s'élançant dans le bas-côté, vint traverser l'église au pied de l'autel et s'engagea dans l'autre bas-côté. Accélérant l'allure comme croissait la souffrance, il prit l'apparence d'une comète se déplaçant sur son orbite et se jeta enfin par une fenêtre ouverte. Alors les cris de douleur se prédirent dans le lointain. Cependant les fidèles, incapables de garder plus lentement leur sérieux, obligés par leur éclat de rire le pasteur à interrompre son discours. Il ne tarda pas à le reprendre, mais d'un ton si hésitant qu'il ne pouvait plus exercer la moindre influence sur l'auditoire. Tom rentra tout joyeux. L'office religieux avait du moins à ses yeux quelque chose de bon quand un peu d'imprévu y venait faire diversion. Chers auditeurs, le premier chapitre de notre histoire, Les aventures de Tom Sawyer, est terminé. Je vous dis à bientôt dans le deuxième chapitre des aventures de notre héros mississippien. Il est temps de fermer doucement vos yeux et de laisser vos imaginations vous guider vers des mondes magiques et des aventures fantastiques pendant que vous dormez. Je vous souhaite excellente nuit.